Bonjour, bonsoir et bienvenue sur Tout Oui, le podcast qui vous écoute. Je m'appelle Johanna et je vous rencontre pour vous offrir un espace de parole complètement libre où chaque épisode dure aussi longtemps que vous avez de choses à me raconter autour d'un thème. Dans cet épisode, Johan parle d'éco-psychologie. Il s'exprime sur les origines de ce terme, sur ses projets professionnels, personnels et sur le lien qui existe entre l'humain et la nature. L'éco-psychologie, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau, parce que ça fait que 2 ans que j'ai découvert ce champ, cette science. Donc, avant de vraiment dire ce que c'est pour moi l'éco-psychologie, je vais juste faire un petit état des lieux. Donc, déjà, l'éco-psychologie, il y a 2 choses. Il y a l'écologie et la psychologie. Donc on pourrait dire que l'éco-psychologie, c'est tout simplement la psychologie appliquée à l'écologie. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Dans l'éco-psychologie, on a de l'ethnologie, de l'éthologie, on a de l'anthropologie, on a de la spiritualité aussi, on a tout un tas de choses, ce qui en fait sa force. Parce que c'est, au final, pour moi, c'est une science exploratoire qui va étudier en fait la relation de l'humain avec la nature. Donc la relation humain-nature. La relation de l'humain avec lui-même, son intériorité, et la relation de l'humain à la nature, son extériorité. Donc ça, c'est une définition que moi je donne. Et donc on va étudier ça, on va étudier les pensées, les émotions et les comportements vis-à-vis de cette relation. Pour donner quelques éléments historiques, ce terme éco-psychologie, ça remonte aux années 90. C'est un historien qui a écrit un livre, il s'appelle donc Theodore Roszak. Il a écrit un livre qui s'appelle The Voice of the Earth. Et dedans, en fait, c'est lui qui a fait apparaître le premier terme de éco-psychologie. C'est un terme donc, qui vient des États-Unis. Et donc, ça fait bien une 40aine d'années maintenant que ce champ, cette science, se développe dans le monde anglo-saxon. Un peu moins en France, un peu moins en Europe. Même si ça fait maintenant presque 10 ans que ça commence à bien se développer, mais c'est beaucoup moins connu en France. Et ça, c'est dommage. Donc, voilà pour les éléments historiques un petit peu. Une des principales questions à laquelle les éco-psychologues tentent de répondre, qui est une question au final très pertinente dans la situation où on se trouve, c'est pourquoi, malgré le fait qu'on sache pourquoi on est dans des crises planétaires et sociétales, et qu'on sache aussi comment résoudre ces crises, on a tout un tas d'alternatives, on les connaît, et bien pourquoi on n'agit toujours pas, ou pourquoi c'est aussi lent? Pourquoi on n'est pas tous là déjà à juste guérir la Terre? Pourquoi ça prend trop de temps? Eh bien, ça c'est une question que les éco-psychologues tentent de résoudre. Et une des réponses une des réponses qu'on donne à cette question, c'est tout simplement l'homme, ou l'humain en général, c'est simplement séparé de la nature. Il a mis au cœur de sa vie un dualisme qui est d'un côté la nature et de l'autre l'humain. D'un côté l'animal, de l'autre l'humain. Et il a fait ce dualisme aussi, il l'a appliqué aussi à lui-même. Et donc, il a mis un dualisme comme ça un peu partout dans sa vie.
Et donc ce qu'on tente de faire avec l'éco-psychologie, c'est simplement recréer ou retrouver cette relation intime qu'on a avec la nature, qui est en fait fondamentale. Donc voilà ce qu'on essaie de faire en éco-psychologie. Donc pour dire clairement, la crise planétaire est fondamentalement humaine. Voilà ce que ça nous dit. On est dans cette merde à l'heure actuelle parce que, eh bien, on produit cette merde. On est nous-mêmes dans une impasse humaine, psychologique. Donc j'aimerais citer en fait Etty Hillesum, qui était en fait une femme juive diplômée en droit, qui est morte malheureusement dans le camp de Auschwitz, qui est connue en fait pour avoir écrit un journal intime. Et elle avait écrit ceci: « Je ne crois pas que nous puissions corriger quoi que ce soit dans le monde extérieur que nous n'ayons d'abord corrigé en nous. » Et moi je trouve cette phrase puissante. Puissante parce que, au vu de ce qu'elle a vécu, et qu'elle arrive à sortir quelque chose comme ça, moi je trouve ça puissant. Et c'est exactement ce que nous en éco-psychologie on essaye de faire. À faire de l'application, mettre ça en application. Essayer de se changer soi pour changer le monde. Et ça rejoint vachement la pensée de Gandhi. Soyons le changement que nous voulons voir dans le monde. Elle est super connue, cette phrase. Et donc ça m'emmène à ce qui arrive dans notre société, aux inégalités qui arrivent dans notre société. Donc je parlais du dualisme. Eh bien, c'est tout simplement ce qui engendre les inégalités. Par exemple, les inégalités entre la coopération et la compétition. Dans notre monde néolibéral, capitaliste, tout doit être compétitif. C'est un plan, voilà, tout est fait pour que ça soit compétitif. Donc on est les uns contre les autres. Diviser pour mieux régner. Et ça, on voit dans le monde que ça marche pas. Ensuite, il y a toutes les inégalités sous forme de dominance. Les dominances interespèces, donc entre nous et la vie, les animaux ou les plantes, etc. Et intraespèces, c'est-à-dire entre moi je suis un homme, toi tu es une femme, eh bien il y a une certaine dominance qui se crée. Ou entre les blancs et les noirs. Toutes sortes de dominances comme ça, entre les riches et les pauvres aussi, qui au final n'ont pas lieu d'être. Si on regarde le cœur même de l'humain, le fondement de l'humain, il n'y a pas ces divergences, il n'y a pas ces dominations. On ne pourra pas construire une nouvelle société durable, soutenable, équitable, si on ne s'engage pas individuellement vers une transition intérieure. Voilà ce que c'est pour moi l'éco-psychologie. C'est permettre aux gens, à tout le monde, de transiter, de se transformer intérieurement pour retrouver un état fondamental, une relation intime avec la nature et avec nous-mêmes. Il y a un mouvement que je connais là depuis quelques temps qui s'appelle Extinction Rebellion. Et j'ai été vachement surpris de voir que dans le cœur de ce mouvement, eh bien, il y a de l'éco-psychologie. Ce mouvement a repris des concepts d'éco-psychologie et d'écothérapie, dont un qui est très connu maintenant, qui s'appelle Le travail qui relie, de Joanna Macy. Et bien, dans le cœur d'Extinction Rebellion, dans ce mouvement, il y a du travail qui relie. Et ça, c'est juste ultra puissant. Ça me fait chaud au cœur de voir que un mouvement comme ça prend dans son fondement des valeurs d'éco-psychologie ou de travail qui relie ou des valeurs humaines où en fait le but c'est de permettre déjà de changer la société, mais pas que,
c'est aussi changer soi-même. J'aime bien l'analogie pour marcher, on a besoin de 2 jambes. Et bien pour changer le monde, on a besoin de 2 choses. La première jambe, ça serait de se changer soi-même. Et la deuxième jambe, c'est de faire des actions qui vont, on va dire, détruire ou... Détruire, c'est un peu fort comme mot, mais c'est peut-être le bon mot. Détruire la société qui est contre la vie. Et donc pour marcher, on a besoin de ces 2 jambes. On a besoin de faire ces choses en même temps. Parce que je crois fondamentalement qu'on ne pourra pas changer quoi que ce soit dans le monde si on applique les mêmes pensées, les mêmes sortes de dominance pour le nouveau monde. Donc voilà, on a besoin de se changer soi-même et de changer le monde en même temps. Et il y a un autre truc dans le travail que j'essaye de mener en éco-psychologie, c'est je vois que par exemple ce mouvement d'Extinction Rébellion où tous les militants, ou enfin un bon nombre de militants, un bon nombre de personnes agissent pour un monde plus beau, plus respectueux de la nature, plus respectueux de l'humain. Donc ils ont une énorme envie de prendre soin de la planète ou des autres espèces, des minorités humaines, etc., de la forêt. Et moi, la question que je me pose, c'est ok, mais qui prend soin d'eux ? Qui, au final, est là pour les soutenir, pour vraiment prendre soin d'eux ? Et c'est à ce niveau-là que moi, je situe mon travail. C'est-à-dire, j'ai envie de permettre à toutes ces personnes, j'ai envie de leur donner des outils et de favoriser au mieux leur transition intérieure pour qu'ils puissent continuer à agir aussi pour le monde. Donc moi, j'ai vraiment envie de faire ça. C'est ça, ça va être ça mon travail, c'est ça l'éco-psychologie pour moi, c'est prendre soin déjà des autres, de ceux qui luttent déjà, ou qui sont en voie d'aller lutter, et de leur dire, la lutte c'est bien, mais aussi prendre soin de soi, c'est essentiel. Et je suis là pour les aider à prendre soin d'eux. Donc l'éco-psychologie, c'est beaucoup de choses, et pour moi, c'est vraiment une invitation à se connecter de cœur à cœur avec les humains et avec la nature. Alors comment ça se met en place l'éco-psychologie avec les gens ? C'est tout simplement, ça peut se faire de différentes manières. Déjà, ça peut se faire en groupe et ça peut se faire individuellement. Alors dans l'éco-psychologie, il y a deux choses à distinguer. Déjà, il y a le côté théorique et conceptuel qui est commun à toutes les sciences. Et il y a le côté aussi pratique, pratico-pratique, vraiment, qu'est-ce qu'on met en place dans la réalité, qu'est-ce qui fonctionne, etc. Quels exercices on met en place, quelle thérapie. Et donc dans l'éco-psychologie, c'est l'écothérapie qui est mise en avant. Et donc l'écothérapie, il y a beaucoup maintenant d'études scientifiques qui montrent que on a besoin de la nature. C'est pas forcément une trouvaille extraordinaire, mais que ça soit appuyé par la science, ça c'est un peu plus extraordinaire. Et qu'on ait les moyens de le mesurer aussi, sur le bien-être, sur la santé physique et mentale. La nature nous fait du bien. Et donc, comment ça se met en place ? On peut, par exemple dans le travail qui relie, qui est une sorte, on va dire, d'écothérapie, on va dire c'est un travail de groupe, un travail qui relie, et donc le groupe est comme une loupe, ça fait l'effet d'une loupe, c'est-à-dire que en groupe on peut pointer du doigt beaucoup plus de choses et partager beaucoup plus de choses, et ça va nous ramener en profondeur à nous-mêmes. Donc ça va faire un effet loupe. Donc c'est ça qui est cool quand on fait du travail en groupe et que c'est orienté d'une certaine manière, c'est que ça fait un effet loupe. Après, on peut aussi le faire de manière individuelle.
C'est-à-dire on peut faire des exercices, on peut faire de la méditation, on peut faire des marches dans la nature, on peut faire un jardin, etc., de la permaculture, pourquoi pas. Toutes ces choses-là permettent un développement de son soi, un soi qu'on pourrait appeler d'écologique, qui nous permet en fait de mieux percevoir le monde dans lequel on vit. La réalité réelle du monde, cette interconnexion qu'on a avec les autres êtres. Et parce que il y a un truc qui m'embête souvent quand les gens me disent oui, moi ce que j'ai envie de faire c'est d'être indépendant, c'est de trouver mon indépendance et puis vivre ma vie. Et dans ma tête, je me dis mais ça c'est une illusion, l'indépendance n'existe pas, parce que admettons quand on parle d'indépendance, on parle surtout financièrement. On veut être indépendant financièrement. Mais si on regarde réellement comment fonctionne l'indépendance financière, l'argent, il est créé par d'autres personnes. Donc s'il n'y a pas ces autres personnes, on n'a pas d'argent. Donc on ne met pas indépendant à ce niveau-là. Ensuite, on a le fait que pour avoir de l'argent, il nous faut un employeur. Non, ça ne marche pas. Donc on n'est pas indépendant. On a besoin de quelqu'un qui valorise notre travail. Bref, l'indépendance n'existe pas, l'interdépendance existe. L'interdépendance permet au final à la vie de prospérer. Ce qui m'a amené à l'éco-psychologie, c'est mon voyage déjà. Mon voyage autour du monde que j'ai effectué pendant 8 mois avec Fanny, ma compagne, qui était un voyage pour aller découvrir des alternatives de vie dans les écolieux, dans des écolieux du monde. Et au fil du temps, je suis déjà de psychologue, j'ai une formation en psychologie, un master en psychologie, et donc j'ai déjà un background un peu dans la psychologie. Et de faire ce voyage, en fait, ça m'a permis de voir que les alternatives, mais il y en a des milliards. Il y a des milliards d'alternatives qui fonctionnent plus ou moins selon les situations, selon les endroits, mais il y en a beaucoup. En revanche, ce qui change, ce qui fait que ça ne soit pas planétaire ou à l'unanimité, c'est simplement l'humain, les relations qu'on a entre humains. C'est le précieux facteur humain. Il y en a qui disent putain de facteur humain. Moi, je préfère précieux facteur humain. Mais c'est ça, c'est l'humain. Et donc, en essayant de vouloir comprendre l'humain et la situation dans laquelle on est, et le fait de voir qu'on habite une planète merveilleuse, et c'est vraiment beau, il y a beaucoup de choses sur cette planète, j'ai été conquis, j'ai ressenti en fait un appel du type de qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire pour aider cette planète, parce que je souffre aussi de voir cette planète détruite, ou qui est en train de mourir. Je souffre de voir mes frères et sœurs, au sens large, l'humanité, souffrir de cette aliénation qu'on a de la nature. Et donc en essayant de comprendre ma souffrance, je me rends compte que j'aime en fait la planète. Et si je souffre, c'est parce que je l'aime, c'est parce que je suis intimement connecté à elle. Et donc en me reconnectant fondamentalement à ma nature, en me comprenant, je fais beaucoup de méditation aussi. En me comprenant, je m'ouvre aux autres, je m'ouvre à la nature et je comprends mieux le tissage de la vie. Et donc ça, clairement, j'avais pas forcément conscience il y a 2 ans de ça, mais ça portait un nom.
ça portait le nom d'éco-psychologie. C'est comme ça que j'ai vraiment vu, en fait, je suis au bon endroit au bon moment. C'est ce que j'essayais de mettre en place jusque-là, ça portait déjà un nom, ça s'appelait l'éco-psychologie. C'est ça qui est ouf, c'est la synchronicité, tu vois. Donc j'ai pas tout à réinventer, heureusement, parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais je suis venu à l'éco-psychologie comme ça, par le fait d'avoir cherché des choses par moi-même et de me rendre compte, après coup, que ça porte déjà un nom, c'est l'éco-psychologie. On venait d'arriver avec Fanny en Nouvelle-Zélande et on faisait des recherches sur Internet parce que justement on commençait à écrire, on commençait à s'interroger, à essayer de faire des liens entre l'écologie, entre la psychologie, avec nos connaissances. Et on est tombé, parce qu'on était en Nouvelle-Zélande, du coup, pays anglophone, on est tombé sur le terme éco-psychologie. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est cette chose-là ? Donc on a regardé, et plus on lisait, plus on se disait, mais merde, c'est exactement ce qu'on est en train de faire là. C'est exactement la direction qu'on veut prendre. Et donc ça a été vraiment juste par hasard, parce que c'était pas la première fois qu'on faisait des recherches comme ça sur Internet. Mais peut-être que, vu qu'on est suivi par Google et tout, peut-être qu'ils ont mis, les algorithmes nous ont mis en lien, je sais pas. Mais la synchronicité faisait que le terme est sorti. Ah, c'était un soulagement de fou de se dire, waouh, en fait, il y a déjà plein de gens qui travaillent dessus. Ça fait déjà 40 ans que ça existe. Et après, on s'est dit, ok, quel est l'état actuel de l'éco-psychologie en France ? Et on a vu que c'était plutôt mort. Il n'y avait pas grand-chose. Et là, c'est triste. Et là, on se dit, ok, c'est peut-être là qu'on doit agir. C'est déjà se connecter avec toutes les autres personnes qui sont, on va dire, dans l'ombre, qui travaillent plus ou moins là-dessus en France, qu'on n'entend pas forcément parler. Mais il y en a plein, au final, d'acteurs en France qui travaillent sur ces thèmes-là. Et bien nous, on a essayé d'aller les rencontrer, d'essayer de tisser un peu un lien avec eux, et puis commencer à faire quelque chose de plus robuste au niveau de l'éco-psychologie en France. La suite pour moi en éco-psychologie, ce que je mets en place, c'est tout simplement un programme qu'on a créé avec Fanny, un programme d'éco-psychologie qui est basé sur le travail qui relie, et où on va permettre à des gens, n'importe qui, de venir en fait s'initier à ce travail qui relie. On a rajouté des exercices de psychologie positive, et il y a toute un enrobage de méditation de pleine conscience. Et donc voilà, on propose ça, c'est un programme basé sur 5 semaines, parce que le travail qui relie, elle est basé sur en fait une spirale qui est ascendante, une spirale de 4 phases. Donc on a la première phase, c'est la gratitude. On a une deuxième phase, c'est honorer ses peines, ses douleurs pour le monde, qui est l'une des phases les plus difficiles au final. Après, il y a une phase de voir avec des nouveaux yeux, donc essayer de changer le paradigme, essayer de changer notre vision du monde, ou de voir plus large. Et il y a une quatrième phase, c'est se mettre en action. Qu'est-ce que je peux faire là tout de suite à mon échelle, et comment je renforce ma motivation d'agir. Et donc voilà, on joue sur cette spirale pendant 5 semaines. Donc chaque semaine est dédiée à une phase. Et voilà, on va permettre aux gens de se poser des questions, de revenir en eux-mêmes pour aller réinterroger leur motivation et leur envie de changer les choses, de casser la baraque. J'aimerais terminer avec une phrase qui est tirée d'un livre qui s'appelle « Se changer soi et changer le monde ». Je n'ai rien inventé. Qui a été écrit par plusieurs auteurs à succès dans le monde scientifique ou dans le monde littéraire. Il y a
Christophe André, c'est un psychiatre, peut-être que tu connais, assez connu. Il y a Matthieu Ricard, le moine bouddhiste. Il y a Helios Kotsu, qui est aussi bien connu dans le monde scientifique en psychologie, qui fait beaucoup de travaux sur... Enfin, c'est un psychologue des émotions, en fait. Et il y a Pierre Rabhi, aussi, que j'aime beaucoup. Et donc, dans ce livre-là, il y a cette phrase qui m'a beaucoup touché et que je trouve absolument juste et parfaite. Nous sommes parfois tellement prisonniers et conditionnés par nos émotions qu'on oublie qu'elles influencent considérablement la façon dont nous vivons et dont nous déployons notre être. Or, si nous rêvons de pouvoir changer ce qui se passe à l'extérieur de nous, il est absolument important de reconnaître tout ce qui se passe à l'intérieur pour ne pas renvoyer nos émotions, nos frustrations vers l'extérieur. Et quand je la lis, moi, ça fait waouh! Oui, clairement. Clairement, c'est ça. Et les crises qu'on a à l'heure actuelle, c'est ça. On renvoie peut-être trop vite notre frustration à l'extérieur. Et peut-être que si on se concentre plus à l'intérieur, en agissant aussi à l'extérieur, c'est le fameux débat violence-non-violence, qui fait beaucoup débat en fait, entre les partisans de la violence et les partisans de la non-violence. Et moi je pense que une solution pérenne, ce serait vraiment de faire un retour sur soi pour vraiment mieux agir à l'extérieur. Et je finirai là-dessus, peut-être. C'est que l'humain, on va dire, s'est beaucoup développé, a évolué. Nous ne sommes pas les mêmes qu'il y a 20 000 ans en arrière. On a beaucoup développé notre capacité intellectuelle, notre raisonnement, notre, entre guillemets, rationalité. On a poussé à l'extrême et aujourd'hui, on est capable d'avoir des ordinateurs quantiques, on est capable d'avoir des fusées, d'aller dans l'espace, de marcher sur la Lune, de faire plein de trucs. Et pourtant, on n'a pas vraiment évolué au niveau émotionnel. Ça, pour le coup, ça fait des millions d'années qu'on n'a pas vraiment évolué au point de vue émotionnel, point de vue intériorité. Et là, peut-être à l'heure actuelle, il est temps d'évoluer émotionnellement, de faire cette évolution, de retrouver cette intériorité, de mieux se comprendre. Peut-être ça sauvera le monde.